Assalamu alaikum, chers abonnés du Vrai Journal TV. Aujourd'hui encore, nous avons le même plaisir de vous accueillir dans notre studio pour échanger avec vous sur l'éducation en général et sur la philosophie en particulier. Aujourd'hui, nous revenons sur la troisième partie de notre émission avec Sanoussi. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous interroger sur quelqu'un qui est très difficile à cerner, l'être humain, d'homme Adama, l'interrogation anthropologique. S'il est très facile de connaître certains objets, surtout les objets inanimés, il est souvent plus difficile de cerner les êtres vivants, surtout l'être humain. Et nous avons constaté, comme nous l'enseignons à nos élèves, qu'en effet, c'est surtout avec l'avènement de Socrate, le père de la pensée philosophique, en tout cas dans une certaine mesure, que la question anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, est devenu le véritable projet, le projet essentiel de la pensée philosophique. Rappelons tout simplement qu'avant Socrate, ces devanciers qu'on appelle les pré-socratiques, qui étaient des philosophes, d'éminents philosophes certes, avaient la particularité plutôt de s'interroger sur ce qu'on appelle la question topologique. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Mais c'est surtout avec le connais-toi toi-même socratique que l'homme est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préoccupation principale de la pensée philosophique. Et c'est notre maître Mame Moussé Diagne, longue vie à vous maître, qui disait que Socrate a opéré un décentrement du regard. Le regard des philosophes s'est beaucoup plus posé sur l'homme que sur autre chose qui n'est pas l'homme. Mais de l'homme, on en a dit énormément de choses. Et ce soir, pour mieux éclairer la lanterne de nos candidats qui vont au baccalauréat et partager tout simplement avec tous les esprits qui aiment philosopher, nous avons décidé de vous exposer dans une petite analyse les différentes définitions que certains philosophes ont données à l'être humain. Chaque philosophe semble poser son regard sur quelque chose qui lui semble être ce qui fait la quintessence, c'est-à-dire la partie la plus importante de l'être humain. Amadou Hampâté Bâ, grand penseur et philosophe malien, avait déjà posé le problème pour montrer toute la complexité de l'être humain, le caractère multidimensionnel du sujet humain. Amadou Hampâté Bâ disait que dans la personne de la personne, il y a plusieurs personnes. Une façon tout simplement de dire que l'homme est quelque chose de multiple, de complexe. Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons par Socrate. Chez Socrate, ce qui fait l'essentiel de l'être humain, c'est qu'il est un animal qui a une âme et un corps, mais dont l'âme est supérieure, profondément et fondamentalement supérieure à son corps. Dans une de ces citations que nous partageons avec vous, le maître de Platon, Socrate, disait ceci à ses contemporains et peut-être à toute la postérité. Ma mission, en parcourant les rues, est de vous dire, jeunes et vieux, qu'il ne faut pas donner le pas au corps, bul top sa bakkan, mais qu'il faut plutôt travailler avec ardeur pour le perfectionnement de votre âme, disait Socrate.
Chez Aristote, l'analyse dans la connaissance de l'homme découvre, ou en tout cas met en relief, une autre dimension. C'est le côté social. Dans son expression zoon politikon, un animal politique, Aristote affirme que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il est le seul animal qui, du début jusqu'à la fin, est condamné à vivre avec ses semblables, parmi les hommes, dans les hommes, par les hommes et pour les hommes. Aristote, ce philosophe grec, disciple de Platon, dira que ceux qui veulent vivre dans la solitude sont sûrement Dieu ou la bête brute. Mais en tant qu'être humain, nous sommes obligés de nous mouler dans la sphère sociale dans laquelle nous apprenons tout, à parler, à marcher, à saluer, à s'habiller, etc. Mais pour vivre dans une société et organiser cette société pour la rendre durable et pérenne, l'homme a sûrement besoin d'être armé de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est Descartes qui nous le révèle, c'est la raison. Chez Descartes, l'homme est un animal rationnel. Et ce qu'on appelle le cogito cartésien, cogito ergo sum, je pense donc je suis, nous renseigne déjà à suffisance que pour ce philosophe français du XVIIe siècle, René Descartes, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, ce qui marque l'homme et fait son humanité, ce qui fait qu'un homme est supérieur à l'animal, ce qui fait qu'un autre homme pourrait être supérieur à un autre homme, c'est sa raison. Je pense donc je suis. Mais la pensée, elle marque la différence entre le genre humain et l'espèce animale dans beaucoup de domaines. Et quand nous vivons en société, comme le dit Aristote, il y a des choses qui sont dans la société que l'on ne trouve que chez les humains. Et c'est le professeur Abdoulaye Liman Khan, longue vie à vous, professeur, qui nous le rappelle. Le professeur Abdoulaye Liman Khan dit: celui qui dit le symbolique dit quelque chose qui est le propre de l'être humain. Donc pour M. Khan, ce grand professeur de l'université Cheikh Anta Diop, l'homme est un animal symbolique. L'homme est un animal symbolique, c'est-à-dire que l'homme est le seul animal, non seulement qui crée des objets, mais qui donne à ces objets des significations et des valeurs qui dépassent leur aspect matériel. Qu'il me soit permis aujourd'hui de citer les exemples d'objets symboliques qui m'ont été ce matin fournis par mes élèves du lycée Plan Diakhaye de la terminale L2B. Les élèves avaient donné comme exemple le chapelet. Les élèves avaient donné comme exemple, par exemple, le drapeau. Voilà des objets qui ont des significations qui dépassent leur pure matérialité. Mais dans la société aussi, l'homme qui évolue montre une autre dimension qui trace sa frontière entre lui et les autres animaux. Et cette autre dimension de l'homme qui le marque, qui le spécifie, c'est un philosophe allemand du nom de Arthur Schopenhauer, le maître du grand philosophe sénégalais El Hadji Songué Diouf, que je salue au passage. Arthur Schopenhauer dit que l'homme est un animal métaphysique. Être un animal métaphysique, c'est être quelqu'un qui, au-delà du concret que partagent les hommes et les animaux,
investit le domaine de l'abstraction. Parce que la métaphysique, c'est la partie de la connaissance humaine qui réfléchit sur les réalités abstraites. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire à mes élèves dans un souci pédagogique, une réalité abstraite, c'est une réalité qui n'est pas de l'ordre du guissable, c'est une réalité qui n'est pas de l'ordre du lambable, c'est de l'abstrait. Et quand Arthur Schopenhauer souligne que l'homme est un animal métaphysique, je dis à mes élèves que pour comprendre cela, on peut prendre au moins deux exemples. La mort et la religion. L'homme est le seul animal qui a la conscience de la finitude. Il est le seul qui sait qu'il va mourir un jour. C'est de la métaphysique. L'homme est le seul animal qui a ce qu'on peut appeler avec Nietzsche la conscience religieuse. L'homme est le seul être qui lève les yeux au ciel et qui se demande, est-ce que Dieu existe? Et pour telle réponse ou telle réponse, crée des conflits, crée des guerres, comme dirait Baudelaire, comme dirait plutôt Diderot. La découverte de Dieu fait que les hommes se sont observés, se sont regardés, ont discuté, se sont partagés et se sont entretués. L'homme est un animal métaphysique, dit Arthur Schopenhauer. Mais allons un peu du côté de Saint-Louis, rendre visite au professeur Djibril Samb, l'un des esprits les plus brillants et les plus féconds du XXe siècle. Longue vie à ce disciple si heureux de Platon. Djibril Samb met l'accent sur une autre dimension de l'homme, sur une autre faculté de l'homme, qui est le langage. Dans son livre « L'heure de philosopher la nuit et le jour », le professeur Samb montre qu'en réalité, l'homme est un animal parlant. Il est le seul qui parle. Nous n'avons pas besoin pour le moment d'anticiper sur la différence entre l'homme et l'animal du point de vue du langage, car le programme de philosophie réserve une partie de son enseignement à ce thème bien apprécié qui est le langage. Et tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire, avec le philosophe au marteau, Friedrich Nietzsche, que finalement, il faut tout simplement dire que l'homme est un labyrinthe. Un ensemble d'appartements infinis, profonds, que l'homme est un être que nous ne pouvons pas cerner par la pensée. Il est multidimensionnel. C'est peut-être pourquoi nous le rappelons, Socrate avait beau jeu. Socrate avait parfaitement raison de dire, connais-toi toi-même. Parce que quand tu te connaîtras, tu connaîtras l'univers et tu connaîtras les dieux. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers abonnés du Vrai Journal TV, ceux vous qui suivez l'émission avec Sanoussi, nous terminons cet échange sur la complexité de l'homme en citant le livre que quelqu'un a écrit en 1920 et qui s'appelle Alexis Carrel. 1920, on a fini d'écrire des milliers, peut-être des millions de pages sur l'homme. Les religions, la science, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie ont produit des résultats de recherche sur cet être terrible et bizarre qui est l'être humain. Et pourtant, malgré toutes ces recherches si fécondes, Alexis Carrel va écrire un livre dont le titre est très éloquent. Écoutez-le et commentez-le plus tard avec nous. L'homme, c'est inconnu. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour le 4e numéro avec Sanoussi. Et merci beaucoup.